Bonjour à tous et surtout, bienvenue à cette émission Échange. Merci pour votre fidélité. Échange est une émission qui donne la parole aux acteurs de la vie socio-économico-politique de la diaspora congolaise, pourquoi pas de toutes les personnes qui maîtrisent les sujets en rapport avec l'Afrique ou la République démocratique du Congo. Échange reçoit aujourd'hui, pour la seconde fois, comme on dit, il n'y a jamais un sans deux, Maître Reti Amouli. Reti Amouli, c'était l'ancien président de l'ADAD. L'ADAD, c'est l'association des avocats du tribunal pénal international pour le Rwanda à Arusha. Il est aussi le premier Zaïrois, ou si vous voulez, le premier Congolais à avoir été avocat ici en France. Maître Reti Amouli revient pour la deuxième fois nous parler d'un sujet mais vraiment d'actualité. Vous savez que depuis un certain temps, l'actualité géopolitique congolaise tourne autour du territoire des Minembwe et des populations qui se font appeler Banyamulenge. On a d'ailleurs vu une manifestation aux États-Unis en Arizona, dans l'État de l'Arizona, où un groupe de personnes a revendiqué l'aide d'un sénateur américain sous le prétexte qu'ils sont une minorité congolaise, une minorité menacée d'un génocide. Alors, nous allons essayer d'en savoir un peu plus et d'emblée, je crois que nous allons tordre le cou à cette façon de voir les choses avec quelqu'un qui est originaire de la région, qui connaît bien les populations de cette province, qui a l'œil affiné pour comprendre l'actualité en rapport avec ces dossiers. Il a la formation qu'il faut, il a le vécu qu'il faut, il a la vision qu'il faut pour répondre à nos questions, à ces propos. Bonjour, Maître Reti Amouli. Bonjour, Kevin. Merci de nous faire confiance pour la deuxième fois. Comme je viens de le dire, l'actualité tourne autour de cette affaire du territoire des Minembwe. Vous qui êtes originaire du Kivu, si on vous dit Minembwe, quelle idée avez-vous tout de suite? Quel est ce territoire? Ça se situe où qu'on appelle Minembwe? Bah écoutez, je crois que bon, le nom du territoire, c'est pas vraiment la chose la plus importante finalement ici. Nous sommes dans ce qu'on appelle généralement en géopolitique ou géostratégie ou dans le langage international les hauts plateaux. Donc généralement on appelle ça les hauts plateaux et donc aller savoir quelles sont les subdivisions qu'il y a dans les hauts plateaux, ça c'est un autre problème. Toujours est-il que quand on parle de Minembwe, là on est en train de parler du Sud Kivu. On est en train de parler du Sud Kivu, ce qui était le district d'Ouvira à l'époque, du côté des Fizi. Et là, bon, il y a une population congolaise qui vit depuis la nuit des temps. Et la colonisation, quand elle est arrivée, ils ont trouvé installer une population congolaise dans ces endroits-là. Il est clair que quand on regarde le territoire congolais, je prends par exemple le cas de Kinshasa, il y a trop de monde, il y a 10 millions de personnes à Kinshasa, alors que peut-être à 10 km de Kinshasa, c'est pratiquement des terres vides. Des terres vides, mais on ne peut pas dire que ces terres sont vides, c'est des terres où il y a toujours une chefferie, des habitants, un chef coutumier qui est éventuellement le propriétaire ou du moins l'autorité qui régente le territoire. Donc il faut plutôt placer les choses dans ce contexte et je crois qu'ici, si nous devons repartir sur la question des Minembwe, parlons plutôt des populations. Non, mais quelle population, disons, quelle ethnie avons-nous dans cette partie du Congo? Oui, je vous avais dit la dernière fois, je vous avais dit deux choses la dernière fois. Je vous avais dit que le problème de Banyamulenge est un problème éminemment politique et que dans ce problème de Banyamulenge, il y a la duplicité, sinon la complicité des Nations Unies. Mais vous parlez de Banyamulenge, c'est déjà un terme contesté.
Et avant de parler des Nations Unies, est-ce que vous mettez Banyamulenge entre guillemets, ou vous qui êtes originaire du Kivu, vous adoptez ce terme Banyamulenge? Bah, c'est que je le mets entre guillemets, et bon, je reviens encore sur ce que je vous avais dit la dernière fois. Moi, je voudrais tout simplement dire, quand je vous ai dit que cette question est une question où seules les Nations Unies devraient apporter la bonne réponse. Pourquoi? Parce que je vous avais dit la dernière fois, et je vous avais dit, cité de mémoire, une lettre du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, invitant les réfugiés rwandais à Mulenge, de ne pas se mêler de la guerre qui sévit au Congo. Et il leur avait dit, cette guerre ne vous concerne pas, elle concerne les Congolais. Donc restez tranquille là où vous êtes. Moi j'ai retenu deux choses, réfugiés politiques rwandais à Mulenge. C'est que ce qui sont devenus par une thèse farfelue les Banyamulenge. Déjà, Banyamulenge, c'est qu'il y a Rwanda déjà. Là, ce qui serait maintenant intéressant, c'est qu'on reste sur la question des origines. Oui. Comment est-ce qu'ils sont devenus, comment ils sont arrivés, et comment ils sont devenus ce qu'ils se disent être aujourd'hui. Alors justement, nous avons à ces propos une vidéo qui a été tournée par la Croix-Rouge internationale et je crois le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, que nous allons vraiment analyser parce que c'est une véritable mine d'informations. Et vous allez voir hein, sous cette vidéo, en commentaire, je vous mets les liens de cette vidéo et je vous conseillerais, hein, à partir d'ici, de mettre pause, d'aller d'abord regarder cette vidéo et de revenir. Vous comprendrez l'émission de façon un peu plus approfondie. De toutes les façons, comme nous analysons cette vidéo, vous verrez de temps en temps des excès. Alors, compte tenu de ce que la Croix-Rouge vient de dire dans la vidéo que nous regardons, pourriez-vous soutenir encore aujourd'hui que les Banyamulenge existent? Je pense très sincèrement que ça devient très difficile de soutenir cette thèse. Et si aujourd'hui, d'ailleurs, la difficulté persiste, je pense que la vidéo permet au peuple, à la population congolaise, de se rendre compte effectivement où se trouve la vérité. Parce que ce sont des faits objectifs, incontestés. Mais non, le danger, où est-ce qu'il est? Le danger reste chez nos intellectuels et nos hommes politiques, qui, pour un espoir d'embauche, d'accéder à la mangeoire, sont capables effectivement de développer n'importe quelle thèse et de défendre encore une fois cette thèse, alors que nous avons la preuve aujourd'hui, une preuve qui existe depuis 1964, que pendant tout ce temps, ces gens-là étaient en train de mentir. Voilà, ce qu'on appelle en droit haute trahison et en éthique corruption morale. Exactement. Alors, dans cette vidéo tournée par la Croix-Rouge et pour les comptes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, il s'agit bien, on parle bien des réfugiés rwandais parce que la vidéo a été tournée en 1964. Oui, j'ai vu avec vous, effectivement, je viens de visionner la vidéo que vous m'avez soumise. Ben voilà, on l'a dans nos portables. Bon, moi, ce que j'ai retenu d'abord, c'est la date. Oui. Cette vidéo fixe historiquement les faits à 1964. Oui. Le contenu de la vidéo, et là je voudrais attirer l'attention de vos téléspectateurs sur cette question, le contenu de la vidéo nous parle des réfugiés rwandais après l'indépendance du Rwanda. D'accord. Donc les réfugiés rwandais après l'indépendance du Rwanda. Parce que l'indépendance du Rwanda est intervenue en 1960. 61, pardon. Alors que les Congolais étaient déjà indépendants en 1960, et les Rwandais sont devenus indépendants, et c'est seulement la crise post-indépendance qui a fait que ce groupe de réfugiés arrive. Ça, c'est ce que j'ai retenu, en tout cas, quand on s'en tient aux faits de manière objective, c'est ce que j'ai retenu.
J'ai retenu aussi, en regardant cette vidéo, un autre point qui a attiré mon attention. C'est que cette vidéo dit très bien que les autorités congolaises, donc les nouvelles autorités congolaises qui n'avaient que 2 ans d'ancienneté et qui avaient des problèmes à régler déjà chez eux, notamment la sécession katangaise, ont demandé à l'ONU. Et c'est pour cela que je dis encore une fois, la balle est dans le camp de l'ONU. Ont demandé à l'ONU de les aider à gérer la question des réfugiés rwandais. Le HCR a sous-traité l'affaire à la Croix-Rouge internationale. Et donc, j'imagine que ces éléments doivent se retrouver dans les archives de la Croix-Rouge internationale à Genève. Et j'ai retenu aussi une chose, c'est que cette affaire n'était pas une affaire congolaise, c'était une affaire rwandaise qui a dû être gérée par 4 pays. Il a été dit que la Croix-Rouge s'est installée à Bujumbura, qui est dans le Burundi, pour dispatcher les réfugiés. Il y en a qui sont partis en Ouganda, il y en a qui sont partis en Tanzanie, il y en a qui sont partis au Congo, au Kivu, et il y en a donc qui sont restés au Burundi certainement. Ici, nous parlons de ceux qui sont partis au Congo. Mais nous savons que ceux qui sont partis en Ouganda sont revenus d'une autre façon ou sous une autre forme, reprendre le pouvoir au Rwanda, et ce sont eux qui, aujourd'hui, dirigent le Rwanda. Oui, c'est le groupe de Paul Kagame, mon frère de Louis Guéma a été assassiné. Et il y en a ceux qui sont restés, par exemple, Yoseri Aburuwa, donc Yoseri Yoweri Museveni, un citoyen rwandais qui était parti en Ouganda et qui s'est transformé en Ougandais. Bah ça j'ai entendu dire, mais bon, je ne saurais pas. On a vu un document qui a été produit par un Américain d'origine ougandaise, mais ça on en a parlé dans une autre émission qui se trouve sur notre chaîne, avec le professeur Yalengi, et ce n'est pas la seule personne qui nous a parlé de cela, parce qu'il y a certains milieux rwandais à New York qui nous l'ont confirmé. Bien, vous m'en donnez l'information. Bien, alors donc, ça c'est ce que moi j'ai, c'est ce qui a attiré mon attention d'abord en regardant ces documents. Et en regardant ces documents, il m'a semblé qu'il faut vraiment ici éviter de faire l'amalgame. Nous ne parlons pas de tous ceux qui sont venus du Rwanda d'une manière ou d'une autre, mais en tout cas ce document, et s'il faut qu'on focalise sur cette question, moi je souhaite focaliser sur cette question et éviter de traiter toutes les questions des Tutsis, les Hutus, les Banyarwanda en général, mais la question de ceux qui sont allés à Mulenge. Qu'est-ce qui a attiré mon attention aussi sur le plan factuel dans cette vidéo? C'est le fait, j'ai pas bien retenu le nom du chef coutumier, mais je crois qu'il y a, la photo et l'image de l'autorité coutumière. Ce qui a attiré mon attention, c'est que la Croix-Rouge dit qu'il cherchait un endroit où installer ces réfugiés. Il a négocié avec le chef et l'autorité locale pour que l'autorité locale lui donne un emplacement. Alors là, c'est très important, c'est un élément très important. Quand on va demander à l'autorité locale de vous donner un emplacement, c'est qu'on reconnaît effectivement que cette autorité est la personne qui a l'administration du territoire pour lequel éventuellement on lui demande l'emplacement. Et quand il le donne, c'est qu'il a le pouvoir de donner un emplacement. Nous savons qu'à l'époque, tous nos villages étaient presque vides. Les chefs coutumiers avaient pratiquement des champs pratiquement à perte de vue, et il pouvait, c'est lui qui distribuait les champs à ses sujets. Donc à partir du moment où il distribue les champs à son sujet, c'est quand même un titre qui est tout à fait valable. Je pense qu'à partir du moment où le chef coutumier, le HCR a demandé au chef coutumier de lui donner un emplacement, il a bien spécifié, et c'est ce qui est plus important
la Croix-Rouge a bien spécifié, ce sont des réfugiés. Nous voudrons leur trouver un emplacement, mais quand on est réfugié, on n'a pas vocation à rester. Quand on est réfugié, on a vocation à rentrer chez soi. Quand on est réfugié, on n'est pas originaire. Et dans le document, qui heureusement n'est pas tourné cette fois-ci par Patrick Mbeko, par Ngwanda, par Moufonkol, par Jean-Pierre Mbelou, par Manzoueto, par Charles Onana ou par Kerwin, c'est un document qui est à la fois tourné par la Croix-Rouge internationale et commenté par la Croix-Rouge internationale elle-même, ce qui lui donne quand même une authenticité incontestable. Et donc, ils disent et ils continuent à qualifier ces gens-là des réfugiés. Une autre chose a attiré mon attention sur cette vidéo, c'est que on entend les gens dire « nous y sommes depuis le XVIIIe siècle, nous sommes là depuis l'indépendance, nous sommes là depuis telle ou telle autre période ». Mais cette vidéo a l'avantage de fixer aussi dans l'histoire le temps à partir du moment où ils se sont implantés. Et là, c'est très très important. On voit très bien les réfugiés à qui on donne des haches qui commencent à couper le premier arbre pour organiser leur parcelle. Nous sommes en 1964, nous ne sommes pas en 1959, nous ne sommes pas en 1805, nous ne sommes pas en 1908. Nous sommes en 1964, le premier arbre tombe et ils commencent à faire des parcelles et puis on leur donne des champs, etc. Pour moi, je pense que l'intérêt de cette vidéo, c'est, sans en faire une question politicienne, c'est une vidéo qui a un intérêt scientifique manifeste. Je suis allé très rapidement vérifier la carte ethnique du Congo et du Congo belge. Et donc, je suis tombé sur la carte ethnique que Léon de Saint-Moulin, qui est vraiment un expert en la matière, en la matière, a fait. Et j'ai vu effectivement qu'il n'y a pas effectivement des Banyamulenge dans le secteur. Il n'y en a pas. Donc, ce qui corrobore effectivement cette vidéo, parce qu'au moment où Léon de Saint-Moulin, qui était quand même quelqu'un qui savait quels étaient les problèmes qu'il y a au Congo, s'il avait voulu faire de la politique, il aurait pu insérer les Banyamulenge quelque part dans le coin. Mais sur cette carte ethnique, que d'ailleurs j'invite vos téléspectateurs à regarder, bon, le seul endroit où il peut être regardé facilement, c'est sur le site de Mboka Mosika. Mboka Mosika, qui sont nos amis, qui sont, je crois, en Belgique. Hein. Et donc, c'est sur ces sites-là qu'on trouve effectivement les cartes ethniques pratiquement de tous les coins du pays. Et ils disent eux-mêmes que leur source, c'est Léon de Saint-Moulin. Donc, pour moi, à partir du moment où il y a ces éléments, la question de la pacification se pose autrement. Parce que souvent, le mensonge est parti très vite, le mensonge a été adopté très rapidement, mais la vérité est venue très tardivement et difficilement. Si aujourd'hui nous avons 20 ans pratiquement de désordre, d'insécurité et de non-paix dans le Sud Kivu, je dis, et je ne mâche pas mes mots, c'est en partie parce que les Nations Unies ont caché les données. Nous savons tous que les Nations Unies et les Hauts Commissariats pour les réfugiés, beaucoup de Congolais sont réfugiés politiques ici en Occident, ils savent très bien que la Convention de Genève dit qu'aucun pays n'est obligé de recevoir des réfugiés dont la présence constituerait un trouble à l'ordre public. Pour nous, c'est plus qu'un trouble. 6 millions de morts, c'est beaucoup. C'est plus qu'un trouble. Donc la question, c'est de savoir pourquoi les Nations Unies s'obstinent à cacher
ces données, alors que mettre ces données sur le tapis permettrait au Congo de pouvoir tout simplement faire la part des choses. C'est-à-dire les Banyarwanda qui peuvent effectivement prétendre à la nationalité et les Banyarwanda qui ne peuvent pas prétendre à la nationalité. Et là, vous avez repris l'expression Banyarwanda telle qu'elle est dite dans la vidéo. Bah, logiquement, la vidéo les présente comme étant les réfugiés Banyarwanda. Donc, c'est clairement comme ça que le problème est posé. Mais maintenant, les gens vont venir vous dire, écoutez, nous sommes là depuis très longtemps et tout, bon, nous sommes installés là et tout, mais nous savons tous, et surtout nous qui avons fait le tour du monde, nous savons par exemple qu'à Grigny, c'est pratiquement le quartier des Aïrois. Mais jamais les Aïrois ne diront qu'ils constituent maintenant une tribu française comme le Corse, etc. et que Grigny, ils deviennent des Banya-Grigny. Je ne pense pas du tout qu'on arriverait un jour à ce que les Aïrois le fassent. Ou en Algérie, à Marseille, on va parler des Algériens comme étant les Banya-Algérie. Voilà. Et on ne va pas aller dans le 13e arrondissement, dire que voilà, parce que les Chinois ont occupé le coin depuis des années, etc., que ça devient un territoire chinois, que c'est la tribu chinoise qui y est. Donc je pense qu'il y a vraiment, là, je crois, si les autorités congolaises veulent aborder la question sérieusement, il faut qu'on évite d'en faire un débat interne entre les gens qui sont passionnés et notamment les gens qui veulent absolument prendre tout de force. Il faut que l'État, le ministère congolais des Affaires étrangères, se saisisse de cette affaire et demande aux Nations Unies de produire le listing des réfugiés politiques qui avaient été accueillis sur ces hauts plateaux. Et vous pensez que dans un État qui a perdu tous les attributs de la souveraineté, les ministres des Affaires étrangères, pour ne pas parler d'occupation, peuvent faire ce genre de démarches si cela va à l'encontre justement des populations qui ont pris les Congos en otage? L'État aura perdu de la souveraineté lorsque le peuple lui-même aura perdu sa souveraineté. Je pense, à mon avis, que ce serait une erreur que de penser qu'a priori, l'État a perdu sa souveraineté. L'État est là. La question, c'est de savoir, est-ce que les autorités ont le sens de l'État? Est-ce qu'on a affaire à des gens qui ont le sens de l'État, des hommes d'État, ou est-ce qu'on a affaire seulement à des hommes politiques qui veulent éventuellement s'occuper de leur ventre? Ça, c'est différent. Mais si on parle vraiment d'État, et moi je crois que l'État congolais existe, d'ailleurs il existe grâce à son peuple, qui a toujours voulu éventuellement rester uni. Donc je suis sûr et certain que, et c'est la mission, moi je pense, qui doit être celle du président de la République, c'est de dire tout simplement au ministre des Affaires étrangères, cette affaire a assez duré, ce n'est plus un dégât collatéral, mais aller aux Nations Unies demander au HCR de vous fournir le listing. Et sur le listing, ils vont vérifier d'abord qui sont ces réfugiés-là. Moi, je ne parle pas de tous les Banyarwanda et consorts, non. Je dis seulement, au moins de savoir qui sont ces réfugiés-là, qui sont venus en 1964, qui parmi eux ont été naturalisés, parce qu'on ne peut pas non plus exclure le fait que un jour quelqu'un est allé demander la naturalisation. Donc il a fait la démarche individuelle, voilà, comme le dit la Constitution. Voilà. Alors nous sommes en 1964, hein, selon la vidéo, et en 1965, le président Mobutu accède au pouvoir. Et il y a une partie de l'opinion qui lui reproche d'avoir instrumentalisé cette affaire, ce qui fait que les populations Banyarwanda ont pris racine dans notre pays et ont commencé à avoir des revendications. Quelle est votre opinion par rapport à cette façon de voir? Moi, je pense qu'il faut vraiment se situer dans le contexte de l'époque. Le contexte de l'époque, c'est qu'il y avait trop peu d'universitaires. Le contexte de l'époque, c'est que l'université Lovanium, c'était le fleuron de la vie intellectuelle en Afrique centrale. Donc,
à partir de ce moment-là, il y avait effectivement beaucoup d'Africains qui venaient et qui étudiaient à l'Ovanium. Il est arrivé que pendant plusieurs années, vous terminez immédiatement, vous êtes affecté, parce que l'État a besoin de personnel. Et à ce moment-là, on n'est pas trop regardant par rapport aux étrangers, etc. Donc beaucoup d'étrangers ont eu la possibilité de continuer d'avoir du travail au Congo parce que, bon, il y avait des disponibilités, etc. Bon, je crois que si on se situe dans le contexte de l'époque, on peut effectivement comprendre que, il y avait trop peu de gens qualifiés, mais il y avait aussi des étrangers qui obtenaient facilement des postes parce que l'État en avait besoin. Alors, avec le président Mobutu, les populations banyarwanda ont commencé, avec l'arrivée de son directeur de cabinet d'origine rwandaise, donc Bisengimana, ont commencé à revendiquer la nationalité congolaise. Si on les leur avait accordé, pourquoi aujourd'hui on ne les reconnaît plus cette nationalité? Très bien. Naturellement, moi j'aime bien effectivement travailler avec la contradiction parce que la vérité n'est pas que unilatérale. Il faut vraiment confronter les deux opinions pour pouvoir dégager la vérité. J'ai ici un mémorandum des 40 Tutsis et Banyamulenge de Kinshasa adressé au maréchal Mobutu, président de la République du Zaïre, le 10 juillet 1995. Et donc là, j'invite plutôt, pour des raisons de contradictoire, j'invite vos téléspectateurs d'aller voir aussi, de lire. Il y a 40 personnes qui avaient signé de leur nom et ils ont envoyé copie au secrétaire général de l'ONU. Dans ces documents, par rapport à cette question-là, ils vous répondraient, parce que je reprends leur réponse, ils disent ceci à Mobutu, on ne comprend pas l'idiotie des gens qui disent que c'est Bisengimana qui a fait que nous ayons cette nationalité. Ils disent, d'abord, la question a été discutée au bureau politique. Le bureau politique, c'est quand même une institution, et ils disent que c'est Madrandele Tanzi qui lui-même avait annoncé la décision de pouvoir donner cette nationalité. Ils disent par la suite que la loi a été votée par le Conseil législatif. L'actuel Parlement, en fait. Qui était nommé au suffrage direct. Et ils disent, voilà, c'est idiot de dire, voilà, que c'est Bisengimana qui, à lui seul, représente tous ces gens-là qui ont pris ces décisions. Et donc, pour eux, ils disent tout simplement que c'est un non-sens que de pouvoir dire, voilà, c'est Bisengimana qui l'a fait. Ça, c'est leur argument, et je tenais absolument à les mettre sur le tapis pour que les choses soient contrebalancées. Bon, qu'est-ce que je pense, moi, de cet argument? Je pense que cet argument appelle deux réflexions. La première réflexion, c'est de savoir, effectivement, les hommes politiques congolais sont-ils éventuellement suffisamment alertes pour se poser des questions, des vraies questions d'intérêt national lorsqu'on leur pose un sujet? Je dis tout simplement, on peut imaginer effectivement que là, ils n'ont pas été suffisamment sérieux pour prendre une décision qui donne pratiquement la nationalité collective à des gens qui ne sont même pas recensés. Au moins, vous recensez les gens et puis vous leur donnez la nationalité. Au moins, ça individualise. Mais à partir du moment où on dit tous les Banyarwanda, etc., ça veut dire que celui qui vient, mon cousin peut venir, mon arrière, mon oncle peut venir, etc. Et tout le monde rentre dans le lot. Ça pose la question de savoir, est-ce que nos hommes politiques sont suffisamment responsables une fois qu'ils sont à la mangeoire? Mais la deuxième question, c'est de dire aussi que, de leur part, c'est quand même un peu naïf de penser que Bisengimana était dans une position où il ne pouvait pas influencer les institutions.
tout le monde sait très bien qu'il était à un certain moment dans une position où, pour avoir droit au chapitre, il fallait au moins être bien vu par Bisengimana, ou alors aller d'abord frapper chez lui avant d'arriver au président de la République. Donc il avait quand même un certain pouvoir. C'est un peu comme si aujourd'hui quelqu'un me disait que, bon, Félix, que Vital Kamerhe ne peut pas influencer la vie nationale. Non, il est directeur de cabinet, mais il a la possibilité d'influencer la vie politique. Il n'est pas dit qu'il remplace les institutions, mais il peut faire en sorte que les institutions bougent. Alors, les résultats des courses après cette lettre, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il se sente obligé de prendre les armes en 1996 et d'agresser le pays? Ah bah, c'est que justement cette lettre est de 1995. Et cette lettre est consécutive au rapport qu'on appelle le rapport Vangu. À la conférence nationale souveraine. Conférence nationale souveraine. Non, pas HRPT. HRPT, c'est le premier parlement après la conférence nationale souveraine, voilà. dirigé par le cardinal Moussekou. Non, les HCR, c'était le premier parlement, et puis quand l'UDPS a fait de la résistance, ils ont fait l'HRPT. Mais dans les deux cas, c'est Mosengo qui dirigeait. Donc, le rapport Vangu a été pris très clairement, qui est critiqué dans le mémorandum de Tutsi et de Banyamulenge. Ce rapport Vangu a été fait sous la présidence de Laurent Mosengo, qui était le président du HRPT. La commission Vangu, c'était seulement une commission du HRPT, donc les résolutions de la commission Vangu devaient normalement ou doivent être assumées par le président du HRPT, donc Monseigneur Mosengo, qui lui devrait plutôt nous dire plus, parce que au moins il est celui qui a demandé à ce que cette commission se penche et quels sont les résultats de cette commission. Alors leur argumentation c'est quoi? Ah bah c'est que ici j'ai trouvé aussi un argument massu qui peut expliquer, qui peut permettre finalement au peuple de comprendre pourquoi Mobutu, un an après, a pleuré presque en disant « on m'a poignardé dans le dos ». C'est qu'ils disent à Mobutu « mais vos politiciens, c'est des imbéciles, c'est des ignares. Comment est-ce qu'ils peuvent venir raconter des histoires alors que vous avez été clair ?» Et ils disent à Mobutu « voilà l'argument que vous nous aviez sorti pendant la réunion des communautés avec les communautés locales. » Et donc, pour expliquer pourquoi il fallait donner la nationalité collectivement, le mémorandum dit à Mobutu, vous avez dit vous-même qu'il faut prendre l'exemple d'une église où il y a baptême. Donc, on dit, voilà, aujourd'hui, il y a baptême à telle paroisse. Et le baptême sera collectif. Et donc, il pose maintenant la question à la population. Le baptême aura lieu à 11h45. Et nous allons fermer les portes de l'église à 11h50. Mobutu pose la question aux gens. C'est lui qui est arrivé à l'église à 6h, l'autre à 10h, l'autre à 10h45. Est-ce que, et que finalement à 10h, à 11h50, le prêtre bénit tout le monde collectivement et puis ferme les portes. Est-ce qu'il y a un qui va dire, moi je suis un chrétien, je suis arrivé à l'église à 6h, je suis plus chrétien que toi? Toi qui es arrivé à 10h40, tu es devenu un chrétien douteux? Ça c'est Mobutu, donc à qui les Banyamulenge retournent sa propre plaidoirie. Bon, moi je pense sincèrement que quelque part Mobutu a fait de la démagogie. Il a fait de la démagogie en faisant croire aux gens effectivement qu'il ne faut pas qu'ils se posent des questions parce que, bon, de toutes les façons, lui, il a fait un baptême général
Et que donc à partir du moment où il a fait un baptême général et qu'il a fermé les portes, tous ceux qui ont été baptisés, qu'ils soient venus à 6 h du matin ou à 10 h 30, ils sont chrétiens au même titre que les autres. Donc, quelque part, moi je dirais, compte tenu du temps, nous sommes en 1995, je retourne la question maintenant à Honoré Ngwanda. Je lui dis de la position et la place qui était la sienne, comment il analyse cette proposition de Mobutu. Bon, c'est quelqu'un dont je respecte les points de vue et je partage une bonne partie de ses points de vue, mais je pense qu'il est beaucoup plus à même, lui, de nous expliquer quel était l'état d'esprit de Mobutu au moment où il a dit ça. Mais en tout cas, je voulais vous dire, c'est que l'autre partie pense, c'est-à-dire les Banyamulenge, et je ne veux pas ici prendre position. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'éclairer notre opinion sur les faits, les éléments des faits. Quand on présente mal les faits, ou quand on ment avec le fait, bon, on ne rend pas service à la science, à l'objectivité, et surtout à la justice. Alors là, en filigrane, on voit ce qu'on va appeler une communauté, entre guillemets, qui court derrière la nationalité congolaise, mais collectivement. Mais après cette démarche à la conférence nationale qui n'a pas abouti, ils vont prendre les armes en 1996 et agresser le pays avec les résultats que l'on connaît. Voilà. Alors, lorsque vous parlez, vous dites Banyamulenge et Tutsi de Kinshasa. Banyamulenge c'est en Kinyarwanda, Tutsi aussi c'est en Kinyarwanda. Vous avez l'équivalent du mot Tutsi en français. Non, c'est que ici je dis mémorandum des 40 Tutsi et Banyamulenge. C'est comme ça qu'eux-mêmes ils. Oui, justement, ça sème un peu une confusion. Tutsi, ça veut dire quoi en français? Non, mais écoutez, Mouchi, ça veut dire quoi en français? On ne peut pas poser la question comme ça. Non, mais Mouchi, c'est une ethnie, tandis que Tutsi, ce n'est pas une ethnie. C'est une catégorie. Non, jusque-là, effectivement, je crois que le Rwanda et le Burundi ont toujours été catégorisés ethniquement par les Tutsis et les Hutus. Mais il n'empêche... Ils parlent tous Kinyarwanda. Il n'empêche qu'ils parlent, les uns parlent tous Kinyarwanda, les autres parlent tous Kirundi. Kirundi, oui. Mais à l'intérieur de ces ethnies, il y a des clans. Et on ne parle pas souvent de ces clans quand on parle au Rwanda, mais j'ai comme l'impression, je dis bien l'impression, je n'ai pas science infuse et je ne me suis pas intéressé à la question rwandaise, mais je crois que quand on parle de Tutsis et de Hutus chez eux, c'est un peu une connotation raciale. C'est que, très sincèrement, ils se sont discriminés racialement. Il ne faut pas oublier que la troisième catégorie a été exterminée et ni l'un ni l'autre n'en parle. Il y avait les Hutus, les Tutsis et les Tois. Les Tois qui étaient les Pygmées comme chez nous, et eux ils ont disparu et plus personne n'en parle, aucun Rwandais n'en parle, aucun chef d'État rwandais n'en parle, comme s'il n'y avait plus un seul Toit au Rwanda. C'est bizarre. Ouais. Alors là ça devient, on monte d'un cran. Ça devient de plus en plus intéressant de voir comment leur argumentation est confrontée à la vérité historique des faits et à la présence de certains documents. C'est-à-dire que nous avons en face de nous des gens qui revendiquent la nationalité congolaise sans en remplir les conditions. Et aujourd'hui, on a remarqué qu'il y a comme une espèce de tendance à la victimisation. Apparemment, ils seraient menacés par les autres Congolais parce qu'eux estiment être aussi Congolais, alors pour leur sécurité, ils revendiquent les territoires de Minembwe. Quelque part, on voit qu'est en train d'être mise en place une espèce de discours qu'on a vu au Rwanda avant les événements qu'on appelle les génocides rwandais. Oui, bon, malheureusement, cette situation, on l'a vue partout. Peut-être que la situation en Ouganda ne nous a pas trop intéressés,
Mais il ne faut pas oublier qu'à un certain moment, Museveni avait des difficultés avec sa population qui commençait à dire qu'ils en avaient marre avec les Rwandais de son entourage. Kagame était à ce moment-là quand même des chefs des services secrets militaires rwandais, ougandais à cette époque. Donc le fait qu'il soit aujourd'hui président du Rwanda, ça montre effectivement que la situation que nous connaissons, bon, les Ougandais l'ont connue à leur façon, bon, ça a été réglé à leur façon par leur président, mais en tout cas ils l'ont connu. Je sais aussi que en Tanzanie, parce qu'on nous explique qu'ils ont été dispatchés en Tanzanie, en Ouganda, au Burundi et au Kivu. En Tanzanie, je sais qu'à un certain moment, il y a eu un petit mouvement des gens qui, à l'occasion d'un conflit avec les Maasai sur les terres, ont dit, écoutez, dans ce cas, nous, on préfère effectivement que vous nous donniez nos terres. Et c'était justement des gens d'origine rwandaise. Et ils réclamaient, les Tutsis, ils réclamaient aussi leur... mais bon, on ne les appelle pas des Tutsis. Je crois que c'est vers le Buhaya, les Bahaya qu'on les appelle, je ne sais pas très bien. Mais en tout cas, mais ce mouvement, on ne badine pas avec la Tanzanie. Hein, bon. Les Tanzaniens, les services d'immigration tanzanienne, l'autorité tanzanienne a mis le holà sur la question très rapidement et on n'en a plus entendu parler. D'ailleurs, vous vous souviendrez qu'à un certain moment, la Tanzanie avait chassé des réfugiés nouvellement arrivés en Tanzanie. Et ces réfugiés, bon, ils ont pris la route des Minembwe. Donc, vous voyez la contradiction. Bon, j'ai toujours dit, lorsque nous laissons nos portes poreuses, à qui la faute? À qui la faute si finalement le Congo devient pratiquement une sorte de no man's land où tout le monde peut venir aller danser la rumba, tango et boléro. Une rumba macabre. Alors, à propos de cette affaire du Congo, généralement, il y a des journalistes qui ont contribué à asseoir ces vocabulaires Banyamulenge dans l'opinion publique internationale. Il s'agit, entre autres, de Colette Braeckman. Alors, on ne comprendra jamais, vous qui étiez avocat, avocat au tribunal pénal international pour le Rwanda, vous avez jugé un Italien qui travaille à la radio de Mille Collines. Pourquoi ne jugerait-on pas, par exemple, Colette Braeckman, disons, ne porterait-on pas plainte contre Colette Braeckman pour apologie ou pour la promotion d'un vocabulaire qui, après son instrumentalisation, a conduit aux événements malheureux que nous connaissons au Congo? Oui, bon, moi, je ne... Ça ne m'apporte absolument rien de mettre un nom et d'accuser une personne lorsque je n'ai pas un acte d'accusation devant moi. Mais je dois dire très clairement que, effectivement, la question de Banyamulenge est une question qui a été traitée de manière très discriminatoire par la presse étrangère en général. Vers les débuts, vous vous souviendrez qu'on nous a dit que la guerre de l'Afdel, c'était la guerre des Banyamulenge qui réclamaient la nationalité qui était la leur et qu'on leur a refusée. Et il y avait une presse étrangère qui était très friande de cette thèse, jusqu'au moment où, jusqu'à voir effectivement les chefs coutumiers, certains tués sans que cette presse ne s'en plaigne, mais aussi d'autres arrêtés. Les deux chefs coutumiers de Bashi, Kabar et Ngweshe, ont été arrêtés par Kabila parce qu'ils lui ont dit, écoutez, vous êtes venus... Laurent Désiré, hein? Voilà, Laurent Désiré, le père. Parce qu'il leur a dit, écoutez, vous êtes, c'est bien, bon, vous êtes arrivés, mais maintenant il faut qu'ils rentrent chez eux. Et il les a traités de racistes. Je me souviens que des activistes de droits de l'homme, dont Didi Moati de Kadom,
étaient à un certain moment en insécurité, et les Bintou des Kojeski étaient en insécurité, même héritiers de la justice en insécurité, parce qu'ils étaient en train d'aller contre ces thèses. Donc ça, nous savons effectivement qu'il y a eu, s'il y a des jugements qui doivent avoir lieu, il faudra effectivement établir les complicités, un peu comme pour le cas des Roudio. Et je pense aussi que c'est la raison pour laquelle la presse ne s'empresse pas forcément non plus à demander qu'il y ait un tribunal, parce qu'ils savent très bien que ça risque d'être compliqué pour un nombre de leurs amis. La responsabilité aussi de cette presse, c'est que, alors que ils ont traité les Congolais qui disaient que c'est faux, des racistes, des xénophobes, etc., de tous les mots, lorsque James Kabarebe est rentré chez lui et qu'il a dit « moi, je n'ai jamais été Congolais, etc., je suis Rwandais et tout », et qu'il a repris ses fonctions de ministre de la Défense au Rwanda, on n'a pas vu cette presse s'excuser auprès du peuple congolais. On n'a pas vu cette presse dire les Congolais, vous aviez raison, nous, on ne vous avait pas soutenu, mais maintenant, nous nous rendons compte que vous avez raison. Jusqu'aujourd'hui, d'ailleurs, ils ne l'ont jamais dit. Alors, quand arrive la troisième phase, que Joseph Kabila arrive, commence la question de savoir si oui ou non il est Congolais ou pas. Et là, encore une fois, on voit, en tout cas sur la foi des déclarations officielles qui ont été faites, lorsque Karel de Gucht, dans l'avion, fait un petit mot et indique que pour eux, bon, la mère de Kabila est une Tutsi, etc., et que Colette Braeckman va malheureusement vendre la mèche de ce qui aurait pu être une affaire d'État secrète. Bon, là, on a vu encore une fois que le gouvernement belge a pratiquement tensé Karel de Gucht en disant un homme d'État ne dit pas des choses comme ça, ne dit pas des choses comme ça, etc. Une campagne a été faite, Mama Sifa a été même reçue par les mêmes médias pour témoigner qu'elle est la mère de son fils, entre guillemets. Bon, donc, mais dans tous les cas, à chaque fois que les Congolais sont confrontés à cette situation, la presse étrangère prend position contre, et même ce que je suis en train de dire ici aujourd'hui, forcément, ils diront, écoutez, bon, il est négationniste. Ça, ils le disent beaucoup plus facilement, mais seulement, on ne peut pas s'empêcher de parler pour les victimes congolaises. 6 millions de morts, c'est beaucoup. Et toutes les complicités doivent être effectivement inventoriées sur cette question-là. Et je réitère d'une autre façon ma question de l'autre fois. N'avez-vous pas comme l'impression que vous vous battez, vous êtes un Don Quichotte qui se bat contre les moulins à vent? Parce qu'en face, c'est des intérêts énormes, des multinationales, des pays membres de l'OTAN. Et en face, il n'y a que le peuple congolais et des bonnes volontés telles que vous. Pensez-vous que ce combat va aboutir? Bah, c'est que, effectivement, j'ai eu à le dire déjà en 2015, hein, donc lorsque les journalistes de Le Temps à Genève m'avaient posé la question, ils m'ont dit, écoutez, est-ce que vous avez du soutien? Moi, je leur ai dit, écoutez, je vais vous dire la vérité. Moi, je me considère comme Don Quichotte de la Manche. J'ai peut-être quelque chose qui ressemble à une épée, qui pourrait peut-être pas faire du mal à une mouche, mais dès le moment que moi je crois, dès le moment que je suis déterminé, eh ben je vais au combat avec ça. C'est tout. Bon. Effectivement, je reconnais effectivement que tous ceux qui défendent le peuple congolais aujourd'hui sont des Don Quichotte. Tous ceux qui veulent vendre le Congo sont considérés comme des hommes sérieux, sont considérés comme des potentiels partenaires. Mais moi, je ne pense pas que le Congolais doit baisser le bras.
s'il faut qu'on soit 2 millions ou 70 millions de Don Quichotte, il faudra qu'on le soit. Parce que ce n'est que comme ça que le peuple arrive à déboulonner pratiquement même le roi. Qu'est-ce qui s'est passé à la Bastille? Qu'est-ce qui s'est passé à la Bastille? Ce n'était pas forcément les plus grosses armées qui ont finalement déboulonné la royauté, mais aussi qu'est-ce qui s'est passé lors de la révolution d'octobre en Russie. Pensez-vous que c'est vraiment une grande armée comme celle d'Hitler qui est venue chasser le roi? Non, c'est le peuple. Et quand l'armée s'est rendue compte qu'elle ne pouvait que se ranger du côté du peuple, le roi s'est retrouvé à nu. Et donc, il ne faut pas qu'on ait peur de pouvoir éventuellement revendiquer ce que nous considérons comme nos droits. Mais ce que moi je dis, c'est que je veux aussi que le droit soit respecté parce que je me bats pour l'état de droit. C'est-à-dire, si les gens ont leurs droits, il faut effectivement le leur donner. Et sur la question, par exemple, du Banyarwanda, moi j'ai vu, en regardant la liste très rapidement de 40 signataires, bon, j'ai vu 2 noms qui, moi, m'ont interpellé. Bon, quand je vois, on me dit Rwakabuba, et qu'on me dit Moutiri, bon, moi je sursaute, je dis tout simplement, attendez un peu, bon, Rwakabuba, moi, vers les années 60, je l'ai vu, je l'ai connu, c'était un homme politique congolais, hein, c'était un homme politique congolais, je ne pourrais pas contester cela. Néanmoins, d'ailleurs, pour l'anecdote, il avait sa compagnie, c'était un homme, c'était un commerçant, il avait sa compagnie s'appelait Roissiko. Et nous, gamins, on s'amusait à dire, en fait, c'est, je crois, Rwakabuba Cyprien et compagnie, nous, gamins, on disait Roissiko, Rwandais civilisé au Congo. Bon, on était gamins, mais on chantait déjà, on chantait ça. Mais je ne peux pas aujourd'hui dire, voilà, je le mets dans la même situation que les gens qui sont venus à Moulengue, les réfugiés, etc. Sa situation est différente. Quand on regarde, bon, le Moutiri qui est cité, c'est le Moutiri Ovachar. Bon, il y a des gens qui l'ont connu peut-être d'une autre façon, mais c'est quelqu'un avec qui on a grandi dans le même quartier. On connaît le père, on connaît la mère, on connaît forcément les origines. Et c'est là où, moi je dis, l'amalgame, je ne voudrais pas le faire parce que je me positionne dans le sens effectivement de quelle est la position qui est juste. La position qui est juste, c'est de dire, les réfugiés là dont nous parlions, qui sont arrivés à Moulengue, qu'on donne déjà la liste à l'État congolais pour que l'État congolais puisse éventuellement regarder qui était réfugié et demander à cette personne la naturalisation, est-ce que vous avez fait des procédures? Bon, la personne pourra éventuellement dire ce qu'elle a à dire. Maintenant, pour les autres dont la nationalité ne peut pas être contestée, mais qui commence à devenir douteuse compte tenu des accointances, je crois que la question n'est plus une question de nationalité, ça devient une question seulement de citoyenneté, hein, de savoir effectivement est-ce que la personne est en délicatesse avec les lois pénales du pays. Et à ce moment-là, moi je dis tout simplement, ça ne sert à rien de commencer à soulever la question de nationalité pour une personne pour laquelle éventuellement il faut envoyer devant la Cour de sûreté de l'État pour qu'il s'explique sur l'intelligence avec l'ennemi. Donc je crois qu'il y a vraiment et il y a aussi d'autres personnes qui sont là, bon, qui n'ont jamais rien fait contre le pays, qui n'ont jamais été autre chose que congolais, mais qui ont le malheur d'avoir soit une mère, soit un père rwandais, et que l'on catégorise comme rwandais. Là, moi, je dirais tout simplement, les textes du pays disent tout simplement que la mère peut donner la nationalité, le père peut donner la nationalité. Ce qui est interdit, c'est d'avoir les deux à la fois. Voilà, c'est sur ces conseils et cette note d'espoir, nous retiendrons aujourd'hui vers la fin, n'ayez pas peur, surtout lorsque votre cause est juste.
Et sur cette note d'espoir que nous allons terminer nos missions d'aujourd'hui qui était consacrée au dossier sécuritaire dans les territoires dits des Minembwe. Et on a aussi parlé très largement du dossier dit Banyamulenge. C'était Maître Reti Amouli et au micro de Kerwin Maïzo. Merci de nous avoir suivis. Suivez, commentez et partagez. Au revoir.